J'ai fait un effort colossal pour garder mon calme à ce niveau. Mais je n'ai pas terminé. Si vous avez le moyen d'acheter l'âme, en Amérique, ils vont vous les vendre. Vous avez les moyens. C'est lui qui n'a pas pu construire des écoles en 10 ans qui ose demander que la lutte contre le terrorisme soit terminée en 2 ans. De qui se moque-t-on? Juste qu'il ose poser la question. En tout cas, le ministre malien des Affaires étrangères va lui répondre à ce niveau. Pourquoi on s'est tourné vers la Russie? Parce que nous avons pensé que le modèle qui existait ne répondait plus à nos attentes. C'était un modèle qui renforçait que la dépendance, si on pense que sur le plan sécuritaire, qui ne formait pas nos gens, qui ne mettait pas les Maliens, le Mali, en capacité d'assurer sa sécurité. Et même avec nos ressources, on nous donnait la possibilité d'acquérir des équipements. Dans cette vidéo, nous allons répondre à un certain nombre d'arguments défendus par Pakistanais au sujet de le mal profond. Dites-vous que cet homme, qui est censé représenter tout un peuple, a aujourd'hui montré une terrible méconnaissance d'un pays qui utilise et de l'histoire complète de la il discutait avec des jeunes dans le cadre de son magistère. C'est affligeant. Comment comprendre la situation des pays africains sans analyser les principes, les approches et même la philosophie de ceux qui nous dirigent? Tout à l'heure, commençons. C'est vrai, nous avons promené depuis toujours un déficit grave en termes d'offres d'emploi, que ce soit par le secteur public, soit par le secteur privé. Qu'est-ce qu'on fait pour impulser la création d'emplois? C'est le secteur privé qui, durablement, va créer le plus d'emplois possible dans la communauté végétale. Que ce soit les emplois agricoles, travailler dans l'agriculture, l'élevage, la production végétale. Ce n'est pas l'État qui est le plus indiqué pour avoir une ferme, pour avoir des étages, pour avoir une industrie agroéconomique. Ce n'est pas du tout l'État. Tous les dossiers que vous allez venir installer demain, vous qui avez les moyens, vous êtes financé, vous avez le budget, vous êtes des partenaires, vous créez une industrie. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Et qu'est-ce qui fera que cette industrie va traverser le temps? 5 ans, 10 ans, 20, 99 ans, vous allez passer à l'ère aux héritiers. Je dis, je préfère déréguler l'emploi pour créer des emplois que de réguler l'emploi pour en créer moins. Je me souviens d'une vidéo de Kémy Séda où il disait que Pakistanais gèrent le Bénin comme une entreprise. Maintenant, tu comprends. Dans les lois du travail au Bénin, la personne obligée, c'est l'employeur, le patron, et non l'employé. Il essaie de nous expliquer qu'un employé surprotégé, tel qu'il est patron, ça réduit les emplois disponibles. Et tant qu'il y a peu d'emplois, les travailleurs vont toujours finir par souffrir parce qu'ils seront exploités et ne pourront pas partir ailleurs. Il va partir d'abord parce qu'on va fuir les employés. C'est quoi le modèle de sans l'intervention excessive de l'État. Cela signifie libre marché, donc les familles choisissent, les salaires choisissent, les lois et conseils sur la concurrence. Ce n'est pas fixé par l'État, mais c'est simplement fixé par l'offre et la demande. Prenez la main. Il y a moins de régulation, le droit du travail est allégé de pouvoir favoriser l'emploi. Il y a moins d'impôts et de charges sur les entreprises. Et ce, pour que les entreprises puissent investir et créer de l'emploi. Vous entendez? Et après, il y a aussi la privatisation. L'État vend une partie de ces entreprises au privé sous prétexte que celui-ci
précaires, CDD, stage, LTI, sont favorisés. La protection sociale est très claire pour alors que famille médicale. Le syndicalisme est découragé. On donne réprimé. Vous êtes puni pour vous syndicaliser. La justification donnée par les dirigeants ou alors les économistes du bureau sont les mêmes que Patrice Talon a donné. En gros, si on protège trop les employés, les investisseurs vont fuir. Il vaut mieux que les gens aient un mauvais emploi que pas d'emploi. Littéralement, c'est ça. Cela donne du pouvoir aux employeurs, mais ça affaiblit la position des travailleurs qui n'a ni sécurité, ni pouvoir de négociation. Il prend ce qu'on lui donne, premièrement. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des restaurants ou alors avec une usine de textiles étrangère, par exemple, qui s'installe à côté de nous. Elle emploie 300 personnes, un contrat précaire, CDD, de 3 mois et renouvelable, les salaires de 45 000 francs CFA, à peine plus que le SMIC. Aucune couverture maladie, pas de congé public, les démarches abusives. Et si un employé mal traité de se plaindre, ou alors s'il refuse les heures abusives supplémentaires, il est immédiatement remplacé. Il n'y a aucun recours pour aucun autre emploi disponible ailleurs. Résultat, l'entreprise prospère, les travailleurs sont privilégiés dans un cycle de pauvreté et d'exploitation. Ils ne peuvent ni se former, ni se syndiquer, ni faire des projets de vie. Le libéralisme économique sauvage a des grosses limites. C'est même pas son regard, ça ne respecte même pas l'humain. C'est simplement une forme d'esclavage impossible. Parce que ce modèle produit des emplois très bas salaires sans sécurité, ce qui entretient une pauvreté de masse, malgré une apparente croissance économique. Le truc, c'est que la richesse n'est pas à l'unité d'une minorité d'entrepreneurs ou alors d'investisseurs, souvent étrangers, tandis que la majorité reste dans la précarité, dans la pauvreté extrême. Et c'est une apparente croissance économique. Parce que l'écrasante majorité des gens n'ont tout simplement pas les moyens de soutenir quoi que ce soit. Donc, l'économie ne tourne pas à faire des jours comme il faut. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de géopolitique, histoire, et on jette un regard notre point de vue sur le monde. Vous savez que ce genre de sujet est chapeau. On refuse que les gens se cultivent. Donc, abonnez-vous et laissez-les. On doit former un bloc de résistance contre le système. Vous pouvez aussi regarder nos autres chaînes YouTube. Le jeune initié, où on parle de culture et spiritualité africaine. Et puis, tout le monde, dédié à des analyses du faux. Et surtout, on parle du football en règle générale. Je vous laisse tous les liens en description. Revenons au sujet. Ensuite, les jeunes formés vont préférer fuir à l'étranger parce que les conditions locales ne leur permettent pas de vivre dignement. Et ensuite, on a les accumulations de frustration, ce qui peut mener à des révoltes, comme on a vu avec le président arabe ou encore la révolte sociale en Afrique du Sud. Les politiques sont dictées par les investisseurs étrangers et par les institutions internationales, et non pas par les besoins réels. Maintenant, pour vous imaginer un échec d'entreprise, pour vous, ce système, c'est tout, c'est parfait. D'ailleurs, le président Talon encourage les jeunes à se mettre dans la peau des patrons. Sauf que tout le monde ne peut pas être patron et qu'il y a plus d'employés que de patrons. Et c'est là que ça devient dangereux. Au lieu de tout simplement réfléchir comme un président, il réfléchit comme un chef d'entreprise. La question à se poser est la suivante. Un président doit-il privilégier les riches qui prétextent de l'économie? La réponse est non, bien évidemment. Le président n'est pas un PDG d'un pays. Son rôle n'est pas seulement d'attirer les investisseurs ou alors de faire couler l'économie à tout prix. Il est le garant de la justice sociale, du développement humain et de la cohésion nationale. Favoriser une minorité de riches sous prétexte de créer l'emploi revient simplement à sacrifier le peuple pour une hypothétique croissance qui n'arrivera jamais. Un peuple exploité n'est pas un peuple productif. Un peuple fatigué, stressé, mal nourri, mal formé ou pas formé du tout, n'a aucune chance de développer son pays. Je n'arrive pas à comprendre comment une chose aussi basique ne porte pas dans l'esprit de ceux qui écoutent et valident ce qu'il a fait et qui ont même dans son esprit à lui. Quelle est l'attitude pour un président africain dans un pays pauvre? Il doit faire preuve de courage politique et de vision stratégique. Donc, quelques axes. Protéger les droits des travailleurs, salaire, décent, contrat, stable et sécurité. On peut très bien ouvrir des félicitations aux entreprises sans sacrifier les acquis sociaux. Encourager l'entrepreneuriat local et national, pas seulement les multinationales et les milliardaires. Ils doivent investir dans l'humain, c'est-à-dire l'éducation, la formation technique, la santé et les infrastructures comme Internet, les routes et l'électricité, dont je n'ai pas souligné de la facture de travail. Et l'État doit subventionner les secteurs à fort impact social, c'est-à-dire l'agriculture, l'artisanat et tout ce qui est technologie. Lutter contre la corruption et les privilèges en taxant les plus riches de manière équitable, réduire les niches fiscales et injustifiées et réinvestir tout ça dans le service public. Et l'ensemble doit être soutenu par encouragement de la souveraineté économique, créer des banques nationales d'investissement, favoriser la transformation locale des produits plutôt que l'exportation du pays, soutenir les coopératives, les PME, les structures communautaires et j'en passe. En fait, il faut que les présidents africains apprennent à
entre la croissance économique et la justice sociale. C'est un peu vrai. L'Afrique n'a pas besoin de plus d'investisseurs étrangers inefficaces. Elle a besoin de leaders visionnaires qui mettent l'être humain au centre de la politique et non pas de